13 mars 1962, Lyman Lemnitzer, chef d'état-major de l'armée américaine, présente une proposition au secrétaire à la défense Robert McNamara intitulée Opération Northwood. Ce document propose la planification d'attaques contre la base de Guantanamo afin de fournir un prétexte pour une intervention militaire contre Cuba. Les plans de l'opération consistaient à lancer des rumeurs sur Cuba en utilisant des radios clandestines, faire entrer des alliés en uniforme cubain dans la base, faire éclater des émeutes près de l'entrée de la base, faire exploser des munitions à l'intérieur de la base et provoquer des incendies, saboter les avions et les navires de la base, bombarder la base avec des obus de mortier, couler un navire près de l'entrée du port, organiser des funérailles pour les fausses victimes, organiser une vague de terrorisme sur Miami et Washington, et enfin détruire un avion drone au-dessus des eaux cubaines. Les passagers, en réalité des agents fédéraux, seraient supposés être des étudiants en vacances. Un avion de la base aérienne d'Eglin serait peint et immatriculé pour ressembler à un avion civil connu appartenant à une organisation de la CIA située à Miami. Ce faux avion serait alors substitué au véritable avion civil et les passagers y seraient embarqués. Le véritable avion serait converti en avion drone. Les deux avions se donneraient rendez-vous au sud de la Floride. L'avion et ses passagers atterriraient à la base aérienne d'Eglin pour évacuer ces derniers. Le drone prendrait le plan de vol prévu et, au-dessus des eaux cubaines, transmettrait un message de détresse avant d'être détruit par télécommande. Le plan fut rejeté par McNamara et Lemnitzer fut limogé par le président Kennedy. 1er décembre 1984. Un Boeing 720 commandé à distance décolle de la base d'Edwards et est volontairement crashé par la NASA pour une expérience sur le kérosène. Avant sa destruction, l'avion avait totalisé 16 heures et 22 minutes de vol, dont 10 décollages, 69 phases d'approche et 13 atterrissages. Août 1997, la couverture du rapport de la FEMA intitulé « Réponse de secours au terrorisme » affiche le World Trade Center en point de mire. 28 février 1998. Le Global Hawk, avion sans pilote de la firme Raytheon, termine son premier vol au-dessus de la base d'Edwards en Californie à une altitude de 9800 mètres, altitude de croisière pour un avion de ligne. 1999, le NORAD commence à conduire des exercices dans lesquels des avions de ligne piratés sont dirigés vers le World Trade Center et le Pentagone. Juin 2000, le ministère de la Justice publie un annuel sur le terrorisme avec le World Trade Center en point de mire. Septembre 2000, le projet pour un nouveau siècle américain, un groupe de réflexion néoconservateur dans lequel figurent Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush et Paul Wolfowitz, publie un rapport intitulé « Reconstruire les défenses de l'Amérique ». Dans ce rapport, ceci déclare: le processus de transformation, même s'il apporte un changement révolutionnaire, sera probablement long sans la survenue d'un événement catastrophique catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. 24 octobre 2000. Le Pentagone conduit le premier des deux exercices d'entraînement appelé Mascal, qui simule un Boeing 757 s'écrasant contre ce bâtiment. Charles Burlingame, un ex-pilote de F-4 de la Navy qui travaille au Pentagone, participa à cet exercice avant de se retirer pour travailler dans la compagnie American Airlines. Moins d'un an plus tard, son Boeing 757 s'est soi-disant écrasé contre le Pentagone. Avril 2001. Le NORAD planifie un exercice dans lequel un avion est lancé contre le Pentagone, mais celui-ci est jugé trop irréaliste. Juin 2001. Le ministère de la Défense lance de nouvelles instructions pour une intervention militaire dans le cas d'un détournement d'avion. Il est fait état que pour toute réponse non immédiate, le département de la Défense doit obtenir la permission directement du secrétaire à la Défense. Le ministre de la Justice, John Ashcroft, se met à voyager uniquement en jet privé jusqu'à la fin de son contrat en raison d'une évaluation de menaces rapportée par le FBI. 4 juillet 2001. Oussama Ben Laden, soi-disant recherché par les États-Unis depuis 1998, reçoit des soins médicaux à l'hôpital américain de Dubaï, où il est visité par un chef local de la CIA. 24 juillet 2001. Larry Silverstein, qui possédait déjà le bâtiment numéro 7 du World Trade Center, signe un bail de 99 ans pour 3,2 milliards de dollars sur le complexe entier du World Trade Center 6 semaines avant le 11 septembre. Le bail inclut une police d'assurance de 3,5 milliards de dollars couvrant spécifiquement des actes de terrorisme. 6 septembre 2001. 3150 options de vente sont placées sur la compagnie United Airlines. Une option de vente est un pari que l'action d'une compagnie va chuter. Ce jour-là, les options de vente furent plus de 4 fois supérieures à la moyenne quotidienne. Malgré de nombreuses menaces téléphoniques depuis 2 semaines, les chiens renifleurs furent retirés du World Trade Center et la surveillance renforcée fut levée. 7 septembre 2001.
27 294 options de vente sont placées sur Boeing, plus de 5 fois la moyenne quotidienne. 10 septembre 2001. 4516 options de vente sont placées sur American Airlines, presque 11 fois sa moyenne quotidienne. Le journal Newsweek rapporte qu'un certain nombre de hauts gradés au Pentagone annulèrent leur plan de vol pour le jour suivant. Le maire de San Francisco, Willie Brown, reçoit un appel téléphonique l'avertissant de ne pas prendre l'avion le lendemain matin. La radio Pacifica révélera plus tard que cet appel provenait directement de la conseillère nationale à la sécurité, Condoleezza Rice. Et au Pakistan, dans un hôpital militaire, tous les urologues sont remplacés par une équipe spéciale afin de s'occuper de leur invité d'honneur, Oussama Ben Laden, qui est prudemment escorté à l'intérieur pour être suivi et observé avec attention et soin. 11 septembre 2001. L'Office de reconnaissance nationale de Chantilly, dans l'État de Virginie, se prépare pour un exercice dans lequel un petit jet d'affaires s'écrase sur leur bâtiment. Le NORAD se trouve en plein milieu d'exercices militaires. Le premier, Vigilant Guardian, est décrit comme étant un exercice causant une crise imaginaire aux avant-postes de la défense aérienne nord-américaine à travers tout le pays. Le second, Northern Vigilance, a envoyé des avions de chasse au Canada et en Alaska combattre une flotte imaginaire de chasseurs russes. 3 F-16 de la Garde nationale de Washington, stationnés à la base aérienne d'Andrews, située à 24 km du Pentagone, sont envoyés à 350 km de là pour une mission d'entraînement en Caroline du Nord. Il ne reste plus que 14 avions pour protéger la totalité du territoire américain. And we need you guys to, we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not exercise, not a test. Do we want to think about scrambling aircraft? Oh, God, I don't know. That's a decision somebody's going to have to make probably in the next 10 minutes. You know, everybody just left the room. The first question I have is basically to get from you a sense of how you would rate the American media in their coverage of the events of the attack last September. Well, let's see. Shamefully is a word that comes to mind. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. But overall, the American journalism was cowed and intimidated by this massive flag-sucking, this patriotic orgy. You know, if you criticize the president, it's unpatriotic and there's something wrong with you, you may be a terrorist. So in that sense, Hunter S. Thompson, there's not enough room for dissenting voices? Well, there's plenty of room. There's just not enough people are willing to take the risk. Jim, I don't know whether we've confirmed that this was an air crash, or to be more specific, some people said they saw a missile. There was definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane. It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the side. Mark, if what you say is true, those could be cargo planes. You said you didn't see any windows in the side? I didn't see any windows on the side. It was not a normal flight that I've ever seen at an airport. It was a plane that had a blue logo on the front, and it did not look like it belonged in this area. It's just sort of a herd mentality, a lemming-like mentality. If you don't go with the flow, you're anti-American and therefore a suspect. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. You sort of wonder when something like that happens, well, who stands to benefit? You know, who had the opportunity and the motive
You just gotta look at these basic things. I don't assume that I know the truth about what went on that day. And yeah, I just look around and looking for, well, who had the motive, who had the opportunity, who had the equipment, who had the will. I put enough time on the inside of the White House and I've been in campaigns, and I've done enough for the people who do these things to know that the public version of the news, without an event, is never right with them. And these people, I think, are willing to take that even further. It seems a very long bow to me, but are you sort of suggesting that this worked in the favour of the Bush administration? Oh, absolutely. Absolutely. « 9h38, Arlington, Virginie. Annie Aniour est supposée exécuter un virage de 330 degrés à 850 km/h. Descendant 2200 mètres en 2 minutes et demie pour aller frapper la partie inférieure du Pentagone avec le vol 77 d'American Airlines. Son approche l'amena directement à survoler l'autoroute 395, arrachant les lampadaires du sol et rebondissant sur le gazon du Pentagone avant l'impact. Mais tout d'abord, intéressons-nous à Annie Aniour. Aniour arriva à l'aérodrome de Freeway dans le Maryland, un mois plus tôt dans l'intention de louer un petit avion. Cependant, lorsque Aniour prit part à 3 tests de pilotage durant la 2e semaine d'août, il éprouva des difficultés à contrôler et à faire atterrir un simple monomoteur Cessna 172. My name is Morris Bernard and I'm the chief flight instructor here at Freeway. Ani Hanjour, well, basically what happened with him is he showed up at the airport and wanted to get checked out in the aircraft. See, he was already certified. He didn't come to us for flight training. Yeah, he already had a pilot's license. He had already earned his private instrument commercial at a school in Arizona, and I don't remember the name of the school, but already had certificates in hand. And we sometimes occasionally have pilots that come to us that don't want flight training but just want to rent our aircraft. Which is the case of Hani Hanjour. This was the case for Hani. He wanted to get checked out, as we call it, to rent our aircraft. And our insurance requires that he flies with one of our instructors to be found competent to rent. And that was the process that he was going through. The consensus was that he was very quiet, average or below average piloting skills. English was very poor. So I don't know where to, that's about the best description I can give you for his demeanor at the time. Very, uneventful from our perspective. Et pourtant, les contrôleurs aériens de l'aéroport international de Dulles, qui suivaient le vol 77, ont tous cru qu'il s'agissait d'un avion militaire. Deuxièmement, les lampadaires. Le 22 novembre 2004, un jet privé en vol vers Houston pour embarquer George Bush Sr. percuta un seul et unique lampadaire et s'écrasa 1 minute avant son atterrissage programmé à l'aéroport de Houston. L'aile s'arracha lors de l'impact, éparpillant des débris sur près de 100 mètres.
Pourtant, le vol 77 réussit à arracher entièrement 5 lampadaires du sol sans endommager ni ses ailes ni les lampadaires. Au contraire, il semble simplement avoir été posé sur le sol. Troisièmement, il vous suffit de regarder les photos ce jour-là pour vous rendre compte que ce qui percuta le Pentagone ne toucha pas la pelouse. Si le vol 77 avait ripé puis frappé le Pentagone, ça aurait dû ressembler à ça. Au lieu de ça, aucune marque sur la pelouse. Quatrièmement, pourquoi n'y a-t-il absolument aucune trace du vol 77? You know, it might have appeared that way, but from my close-up inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual side of the building that's crashed in, and as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you could pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around, which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. L'explication officielle est que la chaleur intense provoquée par la combustion du kérosène aurait vaporisé entièrement l'avion. En effet, d'après ces images, il semble qu'il n'y ait absolument aucune trace d'un quelconque Boeing 757. Mais si le feu était suffisamment intense pour incinérer un Boeing, alors comment les enquêteurs ont-ils pu identifier 184 des 189 personnes retrouvées dans le Pentagone? Le laboratoire d'identification de l'armée américaine était également responsable de l'identification des corps du vol 93 qui s'est crashé en Pennsylvanie. Gardez ça à l'esprit pour plus tard. Donc, de quoi est fait un Boeing 757? J'ai contacté Boeing, mais l'opérateur m'a informé que Boeing ne souhaitait donner aucune information concernant la fabrication de leurs appareils à cause des attaques du 11 septembre. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'un 757 possède 2 moteurs Pratt & Whitney faits d'un alliage d'acier et de titane, mesurant 2,80 m de diamètre et 3,60 m de long et pesant chacun 6 tonnes. La température de fusion du titane est de 1688 degrés Celsius. Le kérosène est un hydrocarbure pouvant conserver une température constante de 1120 degrés Celsius après 40 minutes, mais uniquement si le feu est entretenu. Le carburant se serait enflammé immédiatement à l'impact. C'est pourquoi il est scientifiquement impossible que 12 tonnes d'acier et de titane aient été vaporisées par du kérosène. De même, les 2 moteurs auraient dû être retrouvés relativement intacts dans le Pentagone. Au lieu de ça, un petit moteur d'approximativement 90 cm de diamètre fut trouvé à l'intérieur du bâtiment. Après que cette photo eut été publiée par le journal American Free Press, ses rédacteurs suggérèrent que la turbine était en fait une pièce de l'unité de puissance auxiliaire située dans la partie supérieure de la queue du 757. Chris Bolin contacta Honeywell à Phoenix, Arizona, le fabricant de l'unité de puissance auxiliaire. Un expert parlant sous couvert d'anonymat lui déclara « Il n'y a aucune chance pour que ce soit une pièce de l'unité de puissance auxiliaire ». Bolin contacta ensuite Pratt & Whitney et Rolls-Royce, les 2 compagnies qui fabriquent les moteurs des Boeing 757. Pratt & Whitney dirigea Bolin vers Rolls-Royce et John Brown, un porte-parole de Rolls-Royce, déclara à Bolin que « Cela ne fait partie d'aucun moteur Rolls-Royce que je connaisse ». Dans un article écrit par Carl Schwartz, président et PDG de Patmos Nanotechnology et iNet Security System, ce dernier pense que la pièce en question est en fait un moteur turbojet GT8D appartenant à un A3 Scott Warrior de l'US Air Force. Cette photo du FIMA montre l'avant de l'axe d'un moteur de A3 Scott Warrior qui supporte les pales du rotor. Comparons-la à cette photo du Pentagone qui montre l'avant de l'axe, mais sans les pales qui se sont probablement arrachées lors de l'impact. La ressemblance est troublante. L'US Air Force ne possède qu'un tout petit nombre d'avions A3 Scott Warrior opérationnels. Ils sont stockés en Californie chez Hughes Aircraft, qui est mieux connu aujourd'hui sous le nom de Raytheon, fabricant du Global Hawk, un drone dont nous avons parlé au début. Alors si cette pièce ne provient pas d'un 757, d'où vient-elle? Et où sont les moteurs du vol 77? Le second morceau de débris identifiable était censé être un morceau du fuselage. Les sceptiques affirmèrent que ceci était bien la preuve que le vol 77 avait bien frappé le Pentagone. Mais cette pièce aurait pu provenir de n'importe quel avion d'American Airlines. Et pourquoi n'est-elle pas légèrement brûlée ni même rayée après un impact à 850 km/h? Le troisième morceau de débris est un boîtier diffuseur. Regardons d'un peu plus près un boîtier diffuseur de 757.
Voyez-vous les ouvertures triangulaires? Celles-ci sont introuvables sur le boîtier trouvé au Pentagone. Mis à part ces 3 débris, le reste était assez léger pour être ramassé à la main. Des employés du Pentagone ont été vus en train d'emporter une caisse enveloppée dans une bâche bleue. Pourquoi tant de mystère? Si le vol 77 s'est bien vaporisé à l'impact, ce serait une première dans l'histoire de l'aviation. Par exemple, le 15 août 2005, le vol 522 d'Helios Airways, un Boeing 737, s'écrasa sur un flanc de coteau à grande vitesse, provoquant la mort de 121 personnes. Contrairement au Pentagone, nous constatons des incendies, des débris de queue, d'ailes, de moteurs, de cockpit et des corps. Cinquièmement, pourquoi les dégâts au Pentagone sont complètement incohérents avec la taille d'un Boeing 757? Ces photos furent prises avant que le toit de l'anneau extérieur ne s'effondre. Le seul dommage visible est un simple trou de moins de 5 mètres de diamètre. Un Boeing 757 mesure 47 mètres de long, 13 mètres 40 de haut et a une envergure de 38 mètres et pèse presque 100 tonnes. Nous sommes donc censés croire qu'il a disparu dans ce trou sans laisser aucune trace à l'extérieur. Pourquoi n'y a-t-il aucun dommage là où les ailes, la queue et les moteurs auraient dû frapper le bâtiment? Vous souvenez-vous de la grosseur des moteurs? Les 6 tonnes d'acier et de titane frappèrent le Pentagone à 850 km/h. Ils se seraient littéralement encastrés dans le building, laissant 2 empreintes bien visibles. Et pourtant, le seul dommage à l'extérieur du Pentagone est ce simple trou. Pourquoi les fenêtres situées à côté du trou sont-elles complètement intactes? Pourquoi les enrouleurs de câbles situés directement en face du trou n'ont même pas été touchés? À l'intérieur du Pentagone, il y a un autre trou d'approximativement 4,80 m de diamètre, situé de l'autre côté de l'anneau C, à 3 anneaux de l'impact. Pour que ce trou ait été causé par le vol 77, le Boeing devrait avoir transpercé 2,70 m de béton armé. Le nez d'un avion de ligne est composé de carbone léger. Voici ce qui arrive habituellement au nez d'un avion de ligne lors d'un crash. Si c'est le nez du Boeing qui a causé ce trou, où se trouve le reste des débris? Alors à votre avis, quel objet a pu laisser un trou de 5 mètres de diamètre de part et d'autre du Pentagone après avoir traversé 3 mètres de béton armé? Réponse: un missile de croisière. Voilà à quoi ressemblait la résidence de Slobodan Milosevic à Belgrade après qu'un missile de croisière Tomahawk l'ait frappé. N'est-ce pas ressemblant? Sixièmement, les témoins oculaires. Certains ont vu un Boeing. Certains ont vu un jet privé de 8 à 20 places. So what looked to be maybe a 20-passenger corporate jet, no markings on the side, coming in at a shallow. Et certains ont vu un hélicoptère de l'armée américaine. He said that he saw a helicopter circle the building. He said that it appeared to be a U.S. military helicopter and that it disappeared behind the building where the helicopter landing zone is, and that he then saw a fireball go into the sky. Alors qui dit la vérité? Madame April Gallop travaillait dans la partie ouest du Pentagone quand celui-ci fut touché. Dans le livre de Jim Mars, Inside Job, April rapporte que, lorsqu'elle était à l'hôpital, des hommes en costume sont venus la voir plusieurs fois. Ils ne se sont jamais identifiés, ni même signalés pour quelle agence ils travaillaient. Ils lui ont juste dit ce qu'elle devait dire, par exemple, prendre l'argent de compensation et se taire. Ils ont aussi insisté qu'un avion avait frappé le Pentagone. Ils répétaient cela sans cesse. Mais j'étais là, et je n'ai jamais vu d'avion, ni même de débris provenant d'un avion. C'est du lavage de cerveau. Si aucun Boeing n'a frappé le Pentagone, alors qu'est-ce que c'était? Des témoins à l'intérieur et à l'extérieur du Pentagone furent projetés au sol par ce qu'ils décrivèrent comme une onde de choc.
Même l'hôtel Sheraton, situé à 2,5 km de là, fut secoué par le souffle. Un certain nombre de militaires du Pentagone ont mentionné avoir senti une odeur de cordite. La cordite et le kérosène ont deux odeurs très distinctes. La cordite est une poudre utilisée dans les munitions. C'est un mélange de nitroguanidine, nitrocellulose et nitroglycérine. Elle produit peu de fumée, pas de flash, mais cause une forte onde de choc. Les témoins disent avoir vu un flash argenté. La combustion du kérosène, comme pour les avions qui ont frappé les tours jumelles, produit du jaune brillant dans le meilleur des cas. Regardez. Une énorme boule de feu à combustion lente, pas de flash argenté, pas d'onde de choc. Alors qu'au Pentagone, un minuscule flash argenté qui secoua les bâtiments environnants. Quel que soit cet objet, il a peut-être un rapport avec les deux avions qui se trouvaient dans les environs après le crash. Le premier a clairement été identifié comme étant un C-130. Le second avion était un avion de couleur blanche, sans marque ni inscription, volant au-dessus de Washington. Aaron, I'm standing in Lafayette Park directly across from the White House, perhaps about 200 yards from the White House residence itself. About 10 minutes ago, there was a white jet circling overhead. Now, you generally don't see planes in the area over the White House. That is restricted airspace. No reason to believe that this jet was there for any nefarious purposes, but the Secret Service was very concerned, pointing up at the jet in the sky. It is out of sight now, best we can tell. À 9h25, Jane Garvey, à la tête de la FAA, déclencha un blocage national du trafic aérien, empêchant tout nouveau décollage et exigeant que tous les avions atterrissent. Cette mesure, qui n'avait jamais été décrétée auparavant, s'appliqua à presque tout type d'appareils, civils, militaires et policiers. Certains avions militaires ont pourtant été autorisés à voler, mais la FAA n'en parle pas. Pourquoi ces deux avions ont-ils été autorisés à voler alors que tous les autres avaient l'obligation d'atterrir ? Et pour finir, pourquoi des personnes continuent à rapporter une seconde explosion au Pentagone? Well, I can't tell you about that, but I was just here in front of the Capitol, which, by the way, has been evacuated, and back toward the Supreme Court area, we just heard a low, muffled thud. It sounded like a small explosion. There have been unconfirmed reports of second explosions here at the Pentagon. We have not confirmed that, but again, the counterintelligence sources... D'où vient cette boule de feu? Septième point. Des caméras de surveillance d'une station-service de l'hôtel Sheraton, ainsi que celle du ministère des Transports de Virginie, ont entièrement capturé l'événement. Cependant, le FBI était là dans les minutes qui suivirent pour confisquer les bandes vidéo, et pour avertir les employés de ne pas discuter de ce qu'ils avaient vu. Si le gouvernement souhaite prouver une bonne fois pour toutes que le vol 77 a bien frappé le Pentagone, tout ce qu'il aurait à faire serait de rendre publique une de ces bandes. Au lieu de ça, ils publièrent une série de 5 clichés provenant d'une caméra en face de l'héliport, malgré le fait qu'aucune ne montre un 757. Et comment expliquer que des photos satellites prises 4 jours avant le 11 septembre montrent une marque blanche sur la pelouse, décrivant la trajectoire quasi exacte de ce qui frappa le Pentagone 4 jours plus tard? Et est-ce simplement une coïncidence si le Pentagone a été touché dans la seule section en cours de rénovation, dans le but de pouvoir résister à ce même genre d'attaque? Et que Donald Rumsfeld soit en sécurité dans son bureau situé à l'exact opposé du Pentagone? Si le gouvernement n'a rien à cacher, pourquoi est-il si effrayé de répondre à quelques questions ou bien de publier quelques vidéos? « 9h59, New York. La tour sud du World Trade Center s'effondre totalement en approximativement 10 secondes.
29 minutes plus tard, la tour nord fait de même, s'effondrant elle aussi en environ 10 secondes. Plus tard dans l'après-midi, à 17h20, le World Trade Center numéro 7, un immeuble de 47 étages situé à 90 mètres de la tour nord, s'effondre soudainement. Les locataires du bâtiment comprenaient la CIA, le ministère de la Défense, l'IRS, les services secrets et le bunker de crise du maire Giuliani. Les services secrets y stockaient des milliers de fichiers concernant de nombreuses investigations à Wall Street. Bien que les immeubles autour du bâtiment 7 restèrent intacts, ce dernier s'écroula totalement sur lui-même, comme un château de cartes, en pas plus de 6 secondes. Explication officielle, des débris tombant des tours jumelles provoquèrent un incendie qui mit le feu à plusieurs réservoirs de carburant à l'intérieur du bâtiment. Si cela est vrai, alors ce serait le 3e building dans l'histoire à s'effondrer à cause d'un incendie. Les 2 premiers étant les tours jumelles. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 perdu dans le brouillard s'écrasa contre le 79e étage de l'Empire State Building. 14 personnes mortes, $1 million de dommages, pourtant le bâtiment a tenu. Le 14 février 1975, un incendie éclata entre les 9e et 14e étages de la tour nord du World Trade Center. D'après le journal New York Times, l'incendie entraîna un examen intense et minutieux des tours. Et finalement, une décision d'installer des systèmes anti-incendie fut prise. Le 4 mai 1988, un gratte-ciel de 62 étages situé à Los Angeles brûla pendant 3 heures. L'incendie s'étendait sur 4 étages. Il ne s'effondra pas. Le 23 février 1991, un gratte-ciel de 38 étages situé à Philadelphie, construit en 1973, brûla pendant plus de 19 heures. L'incendie s'étendit sur plus de 8 étages. Il ne s'effondra pas. Le 17 octobre 2004, un gratte-ciel de 56 étages au Venezuela, construit en 1976, brûla pendant plus de 17 heures. L'incendie s'étendit sur plus de 26 étages jusqu'à en atteindre le sommet. Il ne s'effondra pas. Le 12 février 2005, le Windsor Building à Madrid, une tour de 32 étages construite en béton armé, brûla pendant quasiment 24 heures, détruisant complètement les 10 étages supérieurs du bâtiment. Même si ces 10 étages tombèrent, la tour elle-même ne s'effondra pas. Enfin, le 11 septembre 2001, 2 gratte-ciels de 110 étages terminés en 1973 brûlèrent respectivement pendant 56 minutes et 103 minutes sur moins de 4 étages avant de s'effondrer complètement au sol. Certains soutiennent que cela était dû à la conception même du World Trade Center. Regardons ce qui se trouvait à l'intérieur de ces buildings. Les Twin Towers étaient composés de 200 000 tonnes d'acier, 325 000 mètres cubes de béton, 103 ascenseurs, 43 600 fenêtres, 60 000 tonnes d'équipement pour la climatisation et une antenne de télévision de 110 mètres. La colonne vertébrale de chaque tour mesurait 26 mètres par 40 au sol et était composée de 47 colonnes de 90 par 40 cm d'épaisseur. La tour nord fut terminée en 1970, s'élevant à 417 mètres de hauteur, et la tour sud fut achevée en 1973, culminant à 415 mètres. Ce qui faisait des Twin Towers les plus grands buildings du monde jusqu'à ce que la tour Sears soit achevée en 1974. Le gouvernement veut nous faire croire que ces énormes structures furent détruites par seulement 150 000 litres de kérosène. Cependant, les témoins, les bandes vidéo et un peu de bon sens réfutent rapidement cette affirmation. Le second avion frappa la tour sud entre les 78e et 82e étages à 9h03. Percutant tout juste le coin sud-est de la tour, la majorité du kérosène explosant à l'extérieur en une énorme boule de feu. Pourtant, c'est cette même tour qui s'effondra la première, bien que la tour nord eût été frappée en plein milieu et brûlait déjà depuis 18 minutes. La loi de Galilée sur la chute des corps permet de calculer la distance que va parcourir un objet en chute libre. La distance égale 16,08 fois le temps en secondes au carré. La tour sud mesurait 415 mètres. 1362 pieds égale 16,08 fois 84,70. Ce qui nous donne 9,2 secondes.
Les tours jumelles sont tombées pratiquement en chute libre. 200 000 tonnes d'acier pulvérisées en morceaux d'à peine quelques mètres de long. 325 000 mètres cubes de béton transformés en poussière. Des milliers de vies éteintes instantanément. Alors pourquoi le World Trade Center est-il tombé? Demandons aux experts. Van Romero, vice-président de l'Institut de la recherche des mines et technologies du Nouveau-Mexique. Mon opinion, d'après les bandes vidéo, après que les avions aient percuté le World Trade Center, est qu'il y avait des explosifs à l'intérieur qui causèrent l'effondrement des tours. Les effondrements furent bien trop méthodiques pour que cela soit dû aux avions frappant les structures. 10 jours plus tard, il déclara « Le feu est certainement ce qui a causé la chute des buildings ». Pourquoi Romero changerait-il d'avis si soudainement? Hyman Brown, professeur de génie civil et manager de la construction du World Trade Center. Il fut conçu pour résister à quasiment tout, des ouragans, des vents violents, des bombes, et même à un avion le percutant. Malgré que les tours furent construites pour résister à une grosse tempête et à l'impact d'un Boeing 707, le kérosène brûlant à 1093 degrés a affaibli l'acier. Kevin Ryan, des laboratoires Underwriters, la compagnie qui certifia l'acier utilisé dans la construction du World Trade Center. Dans une lettre adressée à Frank Gale du NIST, nous savons que les composants de l'acier étaient certifiés par le label ASTM E119. Les courbes de temps des températures pour ce standard exigent que l'acier soit exposé à des températures d'environ 1100 degrés pendant plusieurs heures. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que l'acier remplissait ces conditions. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que même un acier non certifié résistant au feu ne fondrait pas avant d'avoir atteint des températures très élevées de l'ordre de 1650 degrés. Ce qui signifie que les propos du Dr Brown suggérant qu'une température de 1100 degrés ferait fondre l'acier de haute qualité utilisé dans les buildings n'ont aucun sens. Si l'acier de ces buildings s'est affaibli ou a fondu, ce n'était certainement pas dû au kérosène de quelque type que ce soit. Sans parler des brefs incendies à l'intérieur des tours. Les affirmations de Ryan contredisent directement celles des soi-disant experts qui déclarent qu'une chaleur de 1100 degrés à l'intérieur du World Trade Center est la cause de l'effondrement des tours. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, Kevin Ryan fut renvoyé de son poste. Même les experts ne sont pas d'accord entre eux. Alors quoi d'autre aurait pu causer l'effondrement des Twin Towers et du bâtiment numéro 7? 10 o'clock Eastern Time this morning, just collapsing on itself. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. We have no idea what caused this. Almost looks like one of those planned implosions. As if a demolition team set off, when you see the old demolitions of these old buildings, it folded down on itself and it is not there anymore. If you wish to bring anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under infrastructure of a building and bring it down. We heard another explosion, and I'm assuming that's the one that came from the lower level, since there were two. And I said, right, because it was like 18 minutes apart. Well, this is the first explosion, and there was a second explosion in the same building. There were two explosions. Okay. Federal agencies that were down, they do believe that there was some sort of explosive device somewhere else besides the planes hitting. NBC's Pat Dawson is close to the scene of that attack. Pat? Just moments ago, I spoke to the chief of safety for the New York City Fire Department. Chief Albert Turry, he received word of the possibility of a secondary device, that is another bomb going off. He tried to get his men out as quickly as he could, but he said that there was another explosion which took place. And then an hour after the first hit here, with the first crash that took place, he said, there was another explosion that took place in one of the towers here. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. The second device he speculates, was probably planted in the building. There were 2 or 3 similar huge explosions, and the building literally shook. You literally shook at the base of this building. First one and then the other. Some say after secondary explosions. When a big explosion happened, all of a sudden the elevator blew up, smoke. I dragged the guy out, his skin was hanging off, and I dragged him out, and I helped him out to the ambulance. Walking down the stairs, we made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Just get out of the tunnel in the blue. The subway tunnel? Yeah. Tell us what's happening out there. We just witnessed some kind of secondary follow-up explosion on the World Trade Center #2, the wall. Secondary. We understand now there has been a secondary explosion on Tower 2.
there was another major explosion. The building itself, literally the top of it came down, sending smoke and debris everywhere. Collapsed. 5 blocks from the World Trade Center, and we were standing here when there was some sort of collapse or explosion. Do you know if it was an explosion or if it was a building collapse? To me, it sounded like an explosion. When I try to save people, in the moment we heard a big explosion coming down. Everything just went black. Everything came down, glass started popping. People got hurt, stuff went on top of them. And it was a big explosion. Everything got dark, real dark, like snow. The FBI is here, as you can see. They had roped this area off. They were taking photographs and securing this area just prior to that huge explosion that we all heard and felt. Coming over our radio, get out of the area, the second tower is coming down. They tell you the second tower is coming down? Yes, it's about to collapse. At 10:30, I tried to leave the building, but as soon as I got outside, I heard a second explosion and another rumble and more smoke and more dust. I ran inside the building, the chandelier shook, and again, black smoke filled the air. Within another 5 minutes, we were covered again with more silt and more dust. And then a fire marshal came in and said we had to leave because if there was a third explosion, this building might not last. We just saw that as well. The second tower, the only one that was standing, tower number 1, just we saw some kind of explosion, a lot of smoke come out of the top of the tower, and then it collapsed down onto the streets below. David Lee, what can you tell us? John, just seconds ago there was a huge explosion, and it appears right now the second World Trade Tower has just collapsed. Un témoin se trouvait parmi une foule de personnes dans la rue Church Street, à 2 pâtés de maison de la tour sud, quand il a vu une série de flashs lumineux émis de l'intérieur du building entre les étages 10 et 15. Il a vu environ 6 de ces flashs accompagnés d'un crépitement avant que la tour ne s'effondre. Jenny Carr participait à une réunion d'affaires au 36e étage du One Liberty Plaza en face du World Trade Center et a par hasard enregistré le son de la première attaque. On peut entendre une seconde explosion 9 secondes après le crash. Alors que s'est-il passé dans la tour Nord? Demandons à Willie Rodriguez. Willie, un portier qui travaillait dans le World Trade Center depuis 20 ans, se trouvait dans le sous-niveau 1 quand la tour Nord fut touchée. And all of a sudden we hear boom! I thought it was a generator that blew up on the basement. And I said to myself, oh my God, I think it's a generator. And I was going to verbalize it. When I finished saying that in my mind, I hear boom! Right on the top, pretty far away. So it was a difference between coming from the basement and coming from the top. And that's, everybody started screaming. And a person comes running into the office saying, explosion, explosion, explosion. He got his hand extended and all the skin was pulled from his under his arm, all the way to the top of the fingertips, and he was hanging on both arms. Hanging and hanging. And then I look at his face and he was missing parts of his face. And I said, what happened? What happened? And he said, the elevators, the elevators. And there were many explosions, and when I actually talk about those explosions, they said that, well, there were so many kitchens in the building, and they have probably those gas canisters. And I said, I don't believe that, because the building was a Class A building. They have very strict guidelines of what you can put in a kitchen, and I really doubt it was gas. So there was a lot of misconceptions of what happened on that day in terms of the explosions. But up to date, I haven't received an actual explanation about the different explosions that I had on the upper floors and not all the way to the top. Les fenêtres du hall d'entrée de la tour Nord avaient été soufflées. Et les panneaux de marbre avaient été arrachés des murs. Cela aurait été causé par le feu qui serait descendu à travers les cages d'ascenseur. Pourtant, dans le World Trade Center, les cages d'ascenseur étaient hermétiquement scellées. Il est impossible que le feu ait eu assez d'oxygène pour descendre 400 mètres tout en conservant assez de force pour détruire les 8 étages du hall d'entrée.
Le 11 septembre, la ville de New York perdit 343 pompiers. Étant donné que ce sont eux qui se trouvaient à l'intérieur des tours avant et pendant leur effondrement, ils doivent certainement avoir une bonne idée de ce qui s'est passé. Premièrement, nous avons cette interview provenant du documentaire des frères Nodell. We made it outside, we made it about a block. We made it at least 2 blocks, and we started running. Floor by floor, instead of popping out. It was if they had detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. Just ran up west. And then you just sort of, this cloud of shit chasing you down. Couldn't outrun it. Dans ces interviews, de nombreux pompiers de la caserne Engine 7 décrivent des explosions précédant les effondrements, sans oublier les dégâts dans le hall de la tourneur. I heard a loud boom. And my first thing, I was right at the desk there, on the left-hand side when you come into Tower 1. And I walked out, I didn't go out, I walked to where all the doorway was, the glass was broken, and I looked out, and I seen in the building across the street, I seen the shadow coming, I seen just the shadow in the building across the street coming down. And with that, I wasn't expecting to see the damage that I saw in the lobby, and the people, the bodies, the burnt people, the injured people. I really wasn't prepared for that. The lobby is about 6 stories high, and the lobby looked as though a bomb had exploded there. All the glass was taken out. There were 10-foot by 10-foot marble panels that were once walls. They were loose from the wall of the Trade Center. I went around by the freight elevator, and I could see it was just blown. It was just a giant shit. 30th floor. We hear another explosion. And at that time, we heard a huge explosion. Le pompier Louis Caccioli déclara au journal People Weekly « J'étais parti avec d'autres pompiers dans l'ascenseur vers le 24e étage pour évacuer les travailleurs. Lors du dernier passage, une bombe explosa. On pense qu'il y avait des bombes placées dans le building. » Pendant plus d'1 an, les autorités bloquèrent la diffusion d'une bande vidéo contenant les enregistrements des pompiers dans le World Trade Center le 11 septembre. En novembre 2002, la bande fut finalement diffusée au New York Times et dans d'autres médias. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que cette bande soit publiée? Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. We got another explosion on the tower, 1013, number 2, and it's a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary explosion at Tower 1K? I've got 5. Le chef pompier Palmer avait atteint l'incendie au 78e étage de la tour sud et avait un plan pour pouvoir le stopper. Si au 78e étage, comme le gouvernement voudrait nous le faire croire, le feu était si intense qu'il pouvait fondre l'acier, Palmer n'aurait certainement pas pu l'atteindre. Le 12 août 2005, 15 nouvelles heures de transmission radio et de retranscription d'interviews avec les pompiers furent finalement rendues publiques. Les pompiers décrivent 2 événements concordants avec une démolition contrôlée. Des flashs lumineux depuis l'intérieur du building, et des crépitements avant que l'immeuble ne s'effondre. Qu'est-ce que la science a à dire à propos des effondrements? L'effondrement du World Trade Center fut enregistré par l'observatoire de l'Université de Columbia à Palisades dans l'État de New York. La tour sud laissait une trace équivalente à un tremblement de terre de magnitude 2,1. La tour nord, un tremblement de terre de magnitude 2,3. Won Young Kim déclara à Chris Bolin que leur sismographe enregistre des explosions souterraines d'une carrière située à 32 km